Voilà, cette séance est enregistrée comme les autres. Aujourd'hui, on est ravi d'accueillir Mélanie Roussel. C'est une passionnée de la photographie culinaire qui a transformé sa passion en une carrière, j'ai envie de dire, florissante. Alors, Mélanie est également l'auteur, je vous mettrai les liens à la C'est fin, elle bien. est l'auteur du blog Les recettes de Mélanie. C'est un espace où elle partage ses créations Podcast. culinaires et ses récits de voyage. Non, Euh, c'est une prise à la con, c'est une prise USB-C. Voilà, coupez vos micros. Alors, je disais, en plus de son travail en tant que photographe culinaire, blogueuse et en plus youtubeuse, parce que certains la suivent déjà, parce que j'ai reçu quelques messages en disant, ah, j'adore le travail de Mélanie, je la suis sur YouTube, etc. Donc, c'est chouette, on sait que certains la connaissent déjà ce soir. Mélanie, elle est aussi membre du club Biavrémage, dont certains membres sont présents ce soir. Et elle s'investit également en tant que formatrice. Elle est formatrice et elle partage son expertise avec ceux qui veulent aussi apprendre la photographie culinaire. On y reviendra un peu plus à la fin, mais en tout cas avec un parcours qui est riche et varié dans le monde de la photographie culinaire. Et pas que, on va revenir tout à l'heure dessus. Mélanie, elle va partager avec nous ce soir donc son expérience. Et on va essayer de gratter quelques astuces. Ah non, mais dis pas qu'elle parle Et anglais, c'est elle trop va bizarre. partager en tout cas son métier, sa passion. Et on est ravis de vous avoir avec nous aussi ce soir. Merci pour votre présence. Mélanie, Pas de bienvenue. souci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Est-ce que ça va? Ça va très bien, Bon, on a merci. pas mal de monde avec nous ce soir, c'est chouette. Donc, je disais tout à l'heure, il y a déjà des personnes qui sont avec nous ce soir, qui te connaissent déjà, qui te suivent soit sur Instagram, soit connaissent ton blog que tu gères avec passion, ou encore sur YouTube. Il y a aussi une partie qui va te découvrir ce soir. Alors, est-ce que tu peux nous raconter comment est-ce que tu as découvert ta passion pour la photographie culinaire? Oui, bien sûr. Alors, est-ce que je peux partager mon écran pour montrer Ouais, quelques bien sûr, photos pour vas-y, vas-y. illustrer tout ça? Alors, hop, ah, mince. Une présentation, j'espère que ça va marcher. Est-ce que vous pouvez me dire si vous voyez le Oui, plein ça écran? Ouais, marche. Super. ok. Comme ça, on rentre dans le vif du sujet. Eh ben, c'est En nickel. fait, tout a commencé avec mon blog de cuisine. Comme tu le disais, en fait, il y a 10 ans, j'ai créé mon blog de cuisine, les recettes de Mélanie. Et bah là, c'est la première photo que j'ai postée, la première recette que j'ai réalisée en 2013. Donc à l'époque, je connaissais absolument rien à la photo culinaire. J'avais juste envie de partager ma passion pour la cuisine parce que j'adore cuisiner, j'adore créer des recettes. Et en fait, je me suis vite rendu compte que sur un blog de cuisine, c'est un peu comme sur un livre de recettes ou sur un magazine. Si la photo ne donne pas envie ou s'il n'y a pas de photo, ça va pas donner envie aux gens de refaire la recette. Donc j'ai compris l'importance des photos. Après tout, sur un blog, en fait, les personnes, elles ne peuvent pas goûter la recette, elles ne peuvent pas sentir. Donc il y a que la vue qui peut les allécher. Et donc les photos sont vraiment très importantes. Donc voilà, 2015-2016, c'était pas encore ça. Et puis en 2016, on m'a offert un appareil photo réflexe. Et là, j'ai décidé de m'investir un petit peu plus dans la photo. Donc j'ai commencé par lire le mode d'emploi de mon appareil, essayer de comprendre un petit peu comment fonctionnaient les réglages, qu'est-ce qu'était le triangle d'exposition. J'ai regardé des vidéos sur Internet. À l'époque, c'était surtout en anglais, il n'y avait pas grand-chose en français et pas grand-chose sur la photo culinaire en particulier. Mais en tout cas, voilà, j'ai un peu appris sur le tas et j'ai surtout beaucoup pratiqué. Et j'ai fini par évoluer. De toute façon, il y a pas de secret. Quand on pratique, on finit par voir des progrès. Donc voilà, l'évolution sur 2018 à 2021. Donc il y a quand même une différence entre la première photo de 2013 et les photos que j'ai pu faire à partir de 2018.
D'ailleurs, en 2018, c'est l'année où j'ai été contactée pour la première fois par une marque qui m'a demandé de créer des recettes avec photos pour leur site internet. Et donc, c'est là que j'ai pris conscience que ça pouvait être une activité à part entière. Jusqu'ici, je faisais mes photos juste pour mon blog. Et là, le fait d'avoir attiré une marque qui voulait que je travaille pour elle, ça a été un peu un déclic. Et donc aujourd'hui, j'en ai fait mon activité. Donc voilà comment ça a commencé. C'était via le blog. Et puis en fait, ça s'est vraiment transformé en passion pour la photo. Aujourd'hui, j'adore autant cuisiner, mais c'est vrai que en fait, ce qui m'anime le plus, c'est de prendre ce que je cuisine en photo. Et puis aujourd'hui aussi, j'ai pris goût à la photo, pas seulement la photo culinaire. Donc c'est vrai que mon activité aujourd'hui, elle est uniquement sur la photo culinaire, mais j'aime également beaucoup faire de la photo de voyage, de paysage, ou encore de la photo animalière. Voilà un petit peu comment tout a commencé. Très bien. Est-ce qu'il y a un moment clé ou une expérience qui t'a particulièrement marqué dans ton parcours? Alors je dirais que voilà, le 2018, c'était vraiment un moment clé parce que c'est via ce contact que j'ai créé ma micro-entreprise et que j'ai commencé à travailler pour des clients, donc principalement des marques qui voulaient que je leur crée soit des recettes avec photos, soit uniquement les photos. Donc ça, c'était un moment clé. Après, il y a aussi eu la découverte de la lumière artificielle. Ça a vraiment été un changement dans ma pratique. Au début, je travaillais exclusivement en lumière naturelle. Et c'est vrai que là, ça fait un petit moment maintenant que j'habite dans un appartement qui est très sombre, où c'est très compliqué de faire des photos en lumière naturelle. Et la découverte de la lumière artificielle et notamment du flash, ça a complètement révolutionné ma pratique de la photo culinaire. Ça m'a permis de maîtriser la lumière et puis, en fait, j'ai vraiment pris goût à travailler la lumière, à la sculpter, à jouer avec les ombres et la lumière. Ça fait vraiment partie de mon travail aujourd'hui. Et donc, ce qui fait que tu étais un petit peu contrainte aussi à te former à l'utilisation des flashs, donc de manière beaucoup plus technique que l'utilisation de la lumière naturelle. Et Oui, c'est ça. Le flash, c'est un peu technique quand on n'a pas l'habitude. C'est quand même bien différent de la lumière naturelle ou encore de la lumière artificielle continue. Donc, j'ai suivi une formation en anglais qui était dédiée aux photographes culinaires. Mhm. Parce que c'est vrai que le flash pour la photo de portrait, c'est quand même différent du flash pour la photo culinaire. Donc, j'utilise mon flash en déporté sur un pied. Et donc, ça demandait un peu de temps de prise en main au départ, de réussir à régler le flash, à utiliser des modelers qui vont permettre de créer un résultat naturel. Parce que la lumière naturelle, c'est quand même très flatteur en photo culinaire et c'est un peu ce résultat-là que l'on cherche à obtenir aussi avec une lumière artificielle. Donc, ça demandait de la formation et puis après beaucoup de pratique également. D'accord. Et si on parle un peu de ton approche personnelle de la photographie culinaire, euh, comment est-ce que tu décris ta vision artistique, ton approche à toi personnelle? Est-ce que on peut dire qu'il y a plusieurs styles dans cet univers? Oui, tout à fait. Bah, déjà, on peut le voir là sur les photos. Là, c'était des photos plutôt dans les tons clairs, donc j'ai pas mal évolué depuis. Alors, il y a quelque chose qui est très important pour moi, pas tellement sur la photo, mais plutôt sur le stylisme. C'est vraiment le fait d'éviter un maximum le gaspillage alimentaire. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je fais également le stylisme sur mes photos. Je fais pas uniquement la photo, mais je fais également la Mhm. mise en scène. Et souvent, quand je dis que je suis styliste culinaire, les gens ont en tête cette vidéo qui a fait pas mal le tour d'Internet où on voit des shootings commerciaux pour McDonald's et autres, où on peut voir par exemple de l'huile moteur qui va remplacer le sirop d'érable sur une pile de pancakes ou du cirage pour donner l'impression que la dinde est cuite alors qu'elle est crue. Enfin, voilà, pas mal de triches qui rendent la nourriture inconsommable. Donc moi, je suis vraiment anti-triche. Tout ce que je shoot, je le mange après, ou en tout cas, ça doit être mangé, sauf si c'est des produits très frais comme le poisson et que c'est resté toute la journée dehors. Mais sinon, voilà, bien sûr, je vais avoir des astuces pour sublimer la nourriture, mais en tout cas, ça doit rester consommable après. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très important pour moi. Et après, en termes de style, comme je le disais, j'ai complètement switché dernièrement. Enfin, ça fait 2 ans à peu près, où maintenant j'ai un style qui est plutôt ce qu'on qualifierait de clair-obscur.
donc qui est vraiment inspiré des peintres comme le Caravage ou Rembrandt, avec Mhm. le courant de peinture, le clair-obscur. Donc avec une forte présence des ombres, le sujet qui est uniquement mis dans la lumière. Donc ça, toutes ces photos, elles ont été prises au flash. Donc c'est vraiment ça ce que j'adore faire, en fait, jouer sur la lumière et puis également intégrer de l'action sur mes photos. Pourquoi? Parce que je trouve que ça attire vraiment le regard. C'est captivant d'arriver à figer un mouvement qui se déroule tellement rapidement à l'œil nu, d'arriver à le figer comme ça en photo et d'avoir des gouttes ou des grains de sel très nets comme ça, moi je trouve ça captivant. J'adore le faire. Donc autant que possible, voilà, créer des photos en clair-obscur avec une touche d'action. Donc ça c'est vraiment mon style personnel. J'essaie de me tourner vers un style assez artistique. Par contre, c'est vrai que c'est pas forcément le style que je vais proposer à mes clients quand je travaille avec des restaurants. Je vais avoir un style beaucoup plus lumineux ou plus coloré. Et pareil pour les marques, même s'il y a certaines marques qui me contactent aujourd'hui pour reproduire ce genre de photos. Mais ça, on va dire, c'est plus un travail personnel. D'accord. Donc, le choix du sujet, on a bien compris. Donc, il y a la partie artistique, donc toi et ta créativité, et donc aussi les demandes des clients. Alors, quand les clients te contactent, est-ce qu'ils ont une vision précise de ce qu'ils veulent, ou est-ce qu'on te dit, ben voilà, nous on a ce produit-là et on veut le mettre en valeur? Alors, ça dépend. J'ai tout type de clients. J'ai des clients qui vont avoir une idée très précise de ce qu'ils souhaitent. Ils vont faire ce qu'on appelle une planche d'inspiration ou un mood board. Donc, ils vont m'envoyer des photos et vont me dire, voilà, voilà ce que l'on veut comme résultat. Donc, bah, ça, c'est top. Du coup, je sais exactement ce qu'ils attendent de moi. Euh, Ça évite les malentendus. Et j'ai des clients qui ne savent pas du tout. Il y a des clients qui me donnent carte blanche. Donc ça, c'est top parce que ça me permet d'exprimer ma créativité, mais il y a toujours l'inquiétude de dire, bon, bah voilà, j'ai carte blanche, mais est-ce que finalement le résultat que je vais faire va leur convenir? Et il y en a d'autres qui savent pas du tout et qui me disent, bon, bah voilà, on va travailler ensemble. En fait, je vais avoir un peu un rôle de directrice artistique, de devoir leur faire des suggestions par rapport à leurs produits, par rapport aux valeurs qu'ils souhaitent dégager, par rapport à la cible qu'ils visent, à trouver un style qui va coller à ce qu'ils attendent de moi, en fait. Donc, c'est pareil, là, je vais aboutir à une planche d'inspiration avec quelques idées, quelques couleurs, quelques mots-clés, textures, pour donner une idée de ce que vont être mes photos finales. Comme ça permet de se mettre d'accord sur quoi on part et d'être sûr qu'il n'y ait pas de malentendu parce que un client qui va me dire, moi, je veux une photo qui fait saliver. On va pas forcément entendre la même chose derrière. Donc c'est bien d'avoir quelques images qui permettent de s'assurer que l'on parle de la même chose. D'accord. Du coup, si je venais qu'à résumer, donc il y a la contrainte du client et après ça, il y a aussi, tu l'as dit, la contrainte de la gestion de la lumière. Évidemment, la maîtrise technique donc de ton boîtier. Donc, je pense on va y revenir aussi sur le choix de l'appareil, de l'objectif. Parce que j'ai vu aussi sur ta page YouTube que tu avais fait, sauf erreur de ma part, un test d'un objectif. On va peut-être y revenir. Et sinon, si on veut revenir sur tes choix, ta créativité à toi quand tu fais tes photos culinaires pour le plaisir. Est-ce qu'il y a des critères, est-ce qu'il y a des critères qui guident ton choix de sujet à photographier? Est-ce que tu choisis des aliments, des ingrédients qui sont colorés, qui ressortent facilement dans une image? Ou comment est-ce que tu guides tes choix? Alors du coup, je vais rarement avoir le choix quand je travaille avec des clients parce que en fait, voilà, ils vont me dire, il faut mettre en valeur tel produit, donc ça va être mon sujet. Sauf quand on me dit, bon, bah, faut faire une création de recette avec tel produit. Dans ce cas-là, je vais leur envoyer des intentions de recettes et ensuite ils vont sélectionner celle qui leur convient. Donc c'est voilà, j'ai pas trop de marge de manœuvre dessus. Pareil, quand je travaille avec des restaurants, bah voilà, j'ai pas le choix du sujet. En fait, ils me font la liste des plats qu'ils veulent que je photographie. Après, quand je fais un travail plus personnel ou sur le blog, je vais vraiment fonctionner déjà en fonction de la saison. C'est-à-dire que la saison.
consommer des fruits et légumes de saison, c'est très important pour moi. Donc, je vais m'assurer de respecter ça. Et après, je vais pas forcément me dire, tiens, je vais prendre ce sujet, je vais prendre que des sujets très colorés ou qui ont telle texture, etc. Ça va plus être en fonction des envies. Parfois, j'ai des idées de photos que j'ai envie de réaliser dans un coin de ma tête. Donc, quand je vais faire les courses, je me dis, tiens, bon, bah, faut que j'achète ça et ça parce que ça convient bien au résultat que j'ai envie de Mhm. réaliser. Mais sinon, c'est plus en fonction des Mhm. envies, en fonction aussi de ce que je Mhm. cuisine, parce que je cuisine tous les jours pour nous nourrir. Donc, voilà, j'ai des envies et je me dis, tiens, ça ferait une bonne idée de recette à publier sur le blog. Donc, voilà, après, je m'occupe du shooting, etc. Mais soit en général, pour les clients, c'est assez imposé. Et après, pour moi-même, voilà, c'est plus en fonction des envies. Ok, ça marche. Alors, je vais juste faire un petit tour dans le chat rapidement. Alors, j'ai vu qu'il y a quelques questions qui sont passées. Alors, sur Insta, quel est le compte? Mais ça, on y reviendra. Je vais vous mettre les liens après. Alors, on a une question de Fred Pascal. Avez-vous une préférence, entrée, plat, dessert et pourquoi? Alors, je dirais plutôt les desserts parce que généralement, ça peut rester plus longtemps sur une mise en scène et être photographié qu'un plat qui, bah, une fois qu'il est refroidi, il est moins photogénique. C'est un peu plus compliqué à travailler. Je trouve que la pâtisserie ou les gâteaux sont plus facile à travailler et aussi plus photogénique. Généralement, enfin, en tout cas, moi, je trouve que ça fait plus saliver. Donc, c'est vrai que je prends plus de plaisir à photographier les desserts et aussi les boissons. J'aime beaucoup, même si je sais pas si on peut dire que c'est du culinaire, mais j'aime beaucoup photographier les boissons parce qu'il y a des jeux d'ombre et de lumière qui sont intéressants, de transparence et de texture aussi. Et ça me plaît beaucoup. Hmm. Super, merci. Alors, Catherine Le Sauvage qui dit waouh, c'est sublime ce clair-obscur. Alors, on a une question de Stéphane. Est-ce que vous travaillez en mode connecté? Oui, alors pas systématiquement, mais oui, ça m'arrive. Donc en fait, quand je shoote en restaurant, non, parce que ça doit aller vite. Généralement, j'ai pas forcément le temps. Mais après, quand je shoote pour des clients à la maison, oui, je le fais en connecté. Donc je relie mon appareil à mon PC. Comme ça me permet de faire mes réglages directement sur le PC, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que mon boîtier il est installé sur le trépied, que j'ai mon cadre, je vais faire tous les réglages directement sur mon PC et surtout faire ma mise au point au bon endroit. Donc ça, c'est vraiment l'avantage du mode connecté. Je trouve que ça permet d'éviter d'avoir des photos floues parce que parfois c'est le petit écran de son appareil, on a l'impression que c'est net et en fait, quand on se retrouve devant son PC, on zoome et on se dit, mince, le point où je voulais que ce soit net, il n'est pas eu extrêmement net. Donc, le mode connecté permet ça et aussi ça permet de télécharger les photos aussitôt sur le PC, de faire des petites retouches rapidement sur le logiciel de retouche et d'avoir le résultat final, ce qui est très pratique quand on travaille avec des clients et surtout qu'il y a des clients avec lesquels je travaille en shooting en direct, c'est-à-dire que je fais de chez moi, mais je leur envoie les photos en direct et eux me font un retour aussitôt pour savoir s'il y a des choses à modifier, je bouge, je leur envoie, etc. Enfin, le mode connecté, il est indispensable dans ces cas-là. Ok, super. Alors, merci à tous pour ces questions. Merci Mélanie pour ta réponse. Alors, il y a d'autres questions, mais on va y revenir. Donc, la composition, l'éclairage, le stylisme. Alors, j'imagine ils sont essentiels dans cette discipline, hein, comme d'autres d'ailleurs. Est-ce que tu peux nous donner un aperçu des ingrédients clés pour réussir une bonne photographie culinaire? Alors, alors déjà, il y a un ingrédient clé qui est de faire attention aux plats que l'on va shooter. Il y a certains plats, certains sujets qui peuvent pas rester 3 heures devant l'appareil photo. Je pense notamment à la glace. Là, par exemple, sur la photo de gauche, on a des mini bûches.
Donc ça fond vite la glace. Là, c'est pareil, on a des glaçons, le homard, ça faut pas que ça reste trop longtemps. Et puis après, quand on utilise par exemple des herbes fraîches, de la salade, c'est pareil, ça a tendance à se flétrir, notamment si on utilise un éclairage qui peut chauffer. Donc ça, c'est un des points à prendre en compte, se dire, OK, mon sujet, qu'est-ce que c'est? Est-ce que il faut que je fasse vite, sinon il va se dégrader, il va être moins joli. Et dans ce cas-là, ce que je conseille, c'est de tout préparer à l'avance. Donc installer son éclairage, en tout cas choisir son éclairage, créer sa mise en scène pour que tout soit prêt, faire ses réglages, faire ses tests et qu'en fait, il y a juste à mettre le produit, le plat et à déclencher parce que voilà, il n'y a rien de pire qu'une glace complètement fondue ou quelque chose qui est beaucoup moins appétissant. Donc ça, c'est le point numéro un, on va dire, c'est le sujet le plus sensible en photo culinaire. Après, l'avantage quand même du culinaire, c'est que vous maîtrisez tout de A à Z. C'est-à-dire que moi, quand je crée une mise en scène, je maîtrise la lumière, la composition, la mise en scène, quelle histoire je vais raconter, l'angle de prise de vue, la focale que je vais utiliser. Et puis mon sujet, je le dirige, il va pas me dire non, j'ai pas envie de faire ça. Comme une personne ou au pire un animal à photographier. Enfin, c'est ça que moi j'aime, c'est qu'on contrôle tout de A à Z. Mais voilà, il y a quand même l'inconvénient de faire attention à ce que le sujet reste quand même beau. Ensuite, le point le plus important, enfin, selon moi, ça va être la lumière. Je trouve vraiment que la lumière, c'est le critère numéro un pour réussir ces photos de façon générale et encore plus les photos culinaires. Sans lumière, il ne peut y avoir de photos. Sans belle lumière, il ne peut y avoir de belles photos. Et on a beau avoir le sujet le plus beau qui soit, si la lumière est pourrie, on n'arrivera pas à le mettre en valeur. Donc vraiment, le point le plus important pour moi, c'est d'avoir vraiment une lumière flatteuse. Alors, quand on débute en photo culinaire, ce que je recommande, c'est plutôt d'utiliser une lumière douce et latérale. Donc, latérale, on le voit ici sur la photo du milieu et la photo de droite. On a les ombres qui sont sur la gauche. Donc, on a la lumière qui vient du côté droit. On peut utiliser également les contre-jours, mais c'est peut-être un peu plus difficile à maîtriser quand on débute. Une lumière douce, c'est une lumière qui va créer des ombres qui vont avoir un contour flou, qui va vraiment avoir quelque chose de flatteur, contrairement à la lumière dure. La lumière dure, c'est par exemple quand on est direct sous le soleil et on va avoir dans ce cas-là de forts contrastes, des ombres très sombres, un contour des ombres qui va être très marqué, très net. Donc ça peut également marcher en culinaire, mais c'est un peu plus difficile à maîtriser quand on débute. Et donc, pour avoir une lumière douce, le mieux, c'est soit de shooter par un ciel nuageux ou à une fenêtre exposée nord ou nord-est, ou alors d'utiliser un diffuseur ou un modeleur de lumière si on shoot en lumière artificielle. Et je vous conseille aussi de vous mettre le plus proche possible de la source de lumière parce que plus vous êtes proche de votre source de lumière, plus celle-ci paraîtra grande par rapport au sujet et donc plus elle sera douce et vous aurez, si vous vous éloignez de vos sources de lumière, vous aurez des ombres qui seront plus longues et moins de contraste. Donc c'est quand même important d'avoir du contraste, je trouve, en photo culinaire. Donc voilà pour les conseils en lumière, surtout éviter la lumière qui vient de devant ou de dessus. Donc c'est vrai que moi je shoot au flash, mais surtout je n'utilise pas le flash de mon appareil photo. De toute façon, je ne sais pas s'il y en a qui arrivent à faire des photos avec le flash de leur appareil qui soient réussies. Quand la lumière vient devant, Je c'est crois pas. pas top. Ouais. D'ailleurs, sur le dernier appareil que j'ai, il n'y a plus de flash. Je crois qu'ils ont compris que c'était Que ça c'était servait pas à rarement grand-chose. utilisé. Euh, En fait, quand vous avez une lumière qui vient de devant ou de dessus, comme par exemple dans votre cuisine, si vous faites vos photos dans vos cuisines, vous avez sans doute la lumière qui vient de dessus, des spots ou autres. Ouais. Et le problème, c'est que ça va complètement écraser votre sujet. On ne verra plus les ombres et du coup, on perd la dimension et ça nous donne un sujet qui est plat. Donc, c'est pas intéressant. Donc ça, c'est le point sur la lumière. Après, en termes de composition, on va retrouver des règles qui sont classiques en photo. Par exemple, la règle des tiers, je pense que c'est la règle la plus couramment utilisée et celle qui permet de ne pas prendre de risques. Moi, j'aime beaucoup utiliser également l'espace négatif, comme on peut le voir là sur les deux premières photos. C'est-à-dire que souvent, je vais juste avoir mon sujet sur la photo et beaucoup d'espaces vides ou négatifs, c'est-à-dire avec des choses qui n'ont pas forcément beaucoup d'importance, qui sont plutôt floutées. Comme ça me permet d'avoir vraiment le sujet qui attire le regard et rien qui vient le distraire. J'aime beaucoup également utiliser les courbes ou les lignes directrices, notamment avec les couverts. Là, on le voit avec la cuillère qui vient rentrer dans le plat et du coup qui dirige le regard vers l'intérieur du plat, ou même cette ligne, là, le bord de la table qui est interrompu par l'assiette et du coup qui vient diriger inconsciemment le regard vers l'assiette.
Ici, on a une courbe avec le tissu qui vient diriger le regard sur l'ensemble de l'image. Donc ça, c'est quelque chose que j'utilise très régulièrement. Après, en photo culinaire, on peut également utiliser la répétition des formes. Comme sur la troisième photo, là, j'ai trois petits morceaux d'orange. D'ailleurs, le nombre impair est à privilégier par rapport au nombre pair. Il vaut mieux avoir trois morceaux que deux. Quand on a trois morceaux, ça crée un triangle et c'est aussi une technique de composition qui fonctionne bien en photo culinaire. Donc, la répétition des formes, ça aussi, j'utilise beaucoup. Par exemple, disposer trois assiettes au lieu d'une ou deux. Ça, c'est une technique qui est aussi très sympa. Et puis, par rapport au stylisme, bah, vous pouvez le voir sur les deux premières photos, j'ai plutôt un style minimaliste. C'est-à-dire que je vais généralement pas forcément avoir des mises en scène très chargées, même si sur la troisième, il y a un peu plus d'éléments. Euh, En tout cas, ce que je dis toujours, c'est que le sujet, votre sujet, ce que vous photographiez, ça doit vraiment être la star de votre image. Donc, faites en sorte que ce soit lui qui attire le regard et évitez d'ajouter des accessoires de stylisme qui vont distraire le regard. Donc, pour ça, évitez d'utiliser des assiettes, ou des tissus ou des choses qui vont être très colorées avec des motifs bariolés. En fait, moi, j'aime bien laisser le monopole de la couleur à mon sujet. Parce que si on regarde là ici, par exemple, le cake, si jamais j'avais mis un tissu bleu foncé, enfin bleu pétant avec des motifs ou encore pire, une écriture, j'aurais tout de suite eu le regard qui serait attiré par ce tissu-là plutôt que par mon cake. Donc, conseil en stylisme, utilisez plutôt des éléments de couleur neutre, donc blanc, gris, beige, noir, des choses dans les tons pastels. On va éviter les choses trop colorées et plutôt des choses mates également. On voit là que j'ai que des assiettes mates parce que les assiettes brillantes ou les couverts brillants, ça va créer des reflets, donc soit des points blancs qui peuvent attirer le regard, soit pire, faire apparaître des choses que l'on n'a pas envie de voir, comme le photographe ou tout ce qu'il y a autour du plat. Parfois, on Hmm. peut voir dans le creux d'une cuillère brillante. Je ne sais pas si vous avez déjà fait l'exercice, mais c'est à éviter. En plus, c'est assez difficile à retoucher. Donc voilà, plutôt des choses mates, même si dans la cuisine de Monsieur et Madame Tout-le-Monde, on a souvent des assiettes et des couverts brillants. Mais bon, faut en tout cas être vigilant au reflet. Et est-ce qu'il y a un format en particulier qui s'y prête? Par exemple, là, les photos que tu nous présentes sont en format portrait. Est-ce qu'il y a un format qui s'y prête plus qu'un autre? Ça, je pense que c'est plus une déformation des réseaux sociaux parce que avant, je faisais que des photos au format paysage avec mon blog. Je mettais que des photos au format paysage. Et Hmm. avec l'arrivée d'Instagram, qui est comment dire, un réseau social que j'utilise beaucoup, je me suis mise à faire des photos verticales et aujourd'hui, j'ai beaucoup, beaucoup de mal à me remettre au paysage. Donc, c'est plus une habitude, mais on peut très bien faire des photos au format Oui, paysage de tout ou format. au portrait. Il y a pas un format qui s'y prête plus d'autres. C'est plus une question d'affinité et d'habitude, je pense. D'accord. Je voulais juste revenir sur un point, vu qu'on a des exemples concrets, c'est sur la texture et la fraîcheur des aliments qui, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un vrai défi en soi. Par exemple, ici, comment est-ce que tu as procédé pour garder ce côté frais, ce côté voilà, c'est ce côté joli en fait qui donne envie de goûter à ces plats. Alors, il y a quelque chose que j'aime beaucoup utiliser, ça c'est une astuce de styliste très courante, c'est les herbes fraîches pour notamment tout ce qui est plat salé. Donc là, on le voit, le basilic, le persil. Les herbes fraîches, comme leur nom l'indique, elles sont fraîches, donc elles vont ajouter de la fraîcheur. En plus, ça permet d'ajouter du contraste et de la texture aussi, parce que là, on peut le voir sur le persil. Le persil, il a de la texture. Il va contraster avec l'orange de la soupe. Et puis, on voit que l'herbe, elle est fraîche, elle n'est pas flétrie. Donc, tout de suite, on a l'impression que le plat, il vient d'être dressé, il est frais, il vient d'être préparé. Bien sûr, il faut que ce soit des herbes qui soient en rapport avec la recette, parce que là, j'ai mis par Mm. exemple du basilic, c'est une recette italienne. La menthe, ça aurait pas été trop avec. Enfin, voilà, il faut que ça reste cohérent. De toute façon, il faut toujours que les éléments que vous allez placer autour du plat soient cohérents. Par exemple, on évite de mettre du chocolat, bien sûr, à côté du velouté à la patate douce, parce que c'est pas du tout cohérent. Après, j'aime bien aussi alterner les couches de texture. Donc, par exemple, j'ai un fond qui est assez texturé.
une assiette qui va être plutôt lisse. Et à l'intérieur du bol, je vais avoir des choses texturées avec le persil, les grains de poivre, les cacahuètes. Donc, c'est pas mal d'alterner les couches de texture. Quand vous avez un sujet qui est très texturé, vous pouvez mettre un fond qui va être lisse et vice-versa. Quand vous avez un sujet qui est très lisse, il ne faut pas hésiter à utiliser un fond plus texturé comme du bois, par exemple. Et après, ce que j'aime beaucoup faire aussi pour mettre en avant la texture, ça va être les gros plans. Là, j'ai quelques exemples. Et je trouve, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais que ça met en appétit, que ça fait On a faim. saliver. Quand on rentre comme ça, quand on rentre vraiment dans le plat, dans le sujet, ça permet également de bien montrer la texture. Et puis, on n'a pas d'éléments distrayants. Là, on n'a que le plat, on n'a pas tout ce qui se passe autour. Et une petite astuce pour mettre en avant la texture, comme ça, c'est d'utiliser aussi une lumière en contre-jour ou qui vient du haut quand on est en vue de dessus, comme ici. Le contre-jour, ça permet vraiment de faire ressortir la texture. On va avoir des parties qui vont être un peu dans la lumière et d'autres un peu dans l'ombre. Et c'est ça aussi qui permet de faire ressortir la texture. Donc là, ce sont trois photos qui ont été réalisées avec un objectif macro qui me permet vraiment de me rapprocher du sujet. Mais Oui, oui, oui. on peut réaliser ça aussi avec un objectif classique et puis se rapprocher autant que l'objectif le permet et après recadrer en post-production. Ok, justement, tu as parlé d'un objectif macro, donc c'est ce que tu conseilles dans ce style de photo, de manière générale. C'est vrai que l'objectif macro est couramment utilisé en photo culinaire. Alors, souvent, les objectifs qui ressortent le plus pour la photo culinaire, ça va être le 50 mm sur un plein format ou le 35 mm sur un APS-C. Ça permet de faire des photos de plats avec quelques éléments autour. Le macro est pas mal pour se rapprocher comme ça du sujet. Après, moi, j'ai un 105 macro que j'aime beaucoup utiliser aussi, mais assez loin de mon sujet. Pas pour des photos macro, parce que j'aime beaucoup son piqué. Je trouve qu'il me permet d'avoir une compression aussi de l'arrière-plan qui est très intéressante et en plus une profondeur de champ qui me permet d'avoir un flou d'arrière-plan assez important. D'ailleurs, ça, c'est une autre technique de composition. Enfin, je sais pas si on peut appeler ça technique de composition, mais de jouer vraiment sur la profondeur de champ pour faire ressortir le sujet et avoir des éléments autour qui vont être floutés, qui vont contribuer à l'histoire, mais qui ne vont pas attirer trop l'attention. D'accord. D'accord. Alors, merci pour cette réponse. Alors, je refais un tour dans le chat. Alors, on a une question qui est intéressante que je voulais poser également. Donc, de Véronique, est-ce que, comme à l'instar de certains photographes, vous utilisez des stabilisants comme des lacs, gel, colle? Non. Comme je disais en début, je fais vraiment en sorte que tout reste comestible. Donc après, ce que je peux utiliser pour faire briller, par exemple, ça va être passer un petit peu de pinceau avec de l'huile d'olive, de l'huile sur un plat salé ou du sirop sur un plat sucré. Mais ça reste comestible. Mais non, après, non. D'accord. Et dans le prolongement, justement, donc, puisqu'il y a la question des, restaurants qui est évoquée, alors je crois quelque part, dans les restaurants, vous respectez leur déco ou vous intervenez? Alors, je vais dans le prolongement de cette question. Est-ce que tu as déjà travaillé avec à la fois un chef ou un restaurant qui prépare leur propre plat, toi en tant que photographe, et puis une tierce personne pour le stylisme? Est-ce que tu as déjà eu ce genre de collaboration? Non, tous les shootings restaurants pour lesquels enfin, j'ai travaillé, c'était le chef, uniquement le cuisinier qui préparait le plat. Il n'y avait pas de styliste. Donc je le laissais dresser le plat et après peut-être que je déplaçais quelques éléments si ça permettait de rendre le plat plus photogénique. Mais généralement, ils font plutôt du bon travail. Après, au niveau de la déco, j'ai deux types comment dire, de profil sur les restaurants. Soit j'ai des restaurants qui me disent, bon, bah, nous, on veut que ce soit ultra fidèle à ce que va avoir notre client quand il va venir chez nous. Donc, les plats, il faut que ce soit dans nos assiettes, il faut que ce soit
dressé tel qu'on va le présenter, en tout cas pas rajouter des choses qui ne seront pas dans l'assiette quand le client va commander le plat, et puis bah, dans notre environnement. Donc ça, c'est le premier cas. Et j'ai le deuxième cas où je vais quand même au restaurant. Ils me préparent le plat, mais par contre, je vais leur apporter des assiettes qui vont être peut-être plus photogéniques, donc des choses plutôt mates, neutres, etc. Et je vais créer une mise en scène. C'est-à-dire comme je le ferais chez moi quand je fais mes photos en studio, je vais apporter mes fonds, je vais apporter des éléments de stylisme, de déco, et je vais créer complètement une mise en scène autour de leur plat, et donc du coup pas du tout shooter dans leur déco. Donc ça, c'est deux types de profils que j'ai. Mais après, généralement, quand on me demande plutôt de shooter dans le restaurant avec leurs éléments, en tout cas les shootings que j'ai pu faire, la déco est plutôt chouette. Je trouve ça très sympa de pouvoir photographier le plat peut-être plus rapproché, mais également photographier tout l'environnement qui est autour. D'accord, ok. Alors, merci pour ces réponses. Merci également pour les questions. Alors, il y a d'autres questions, mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard, notamment sur le post-traitement, sur la gestion de la couleur. Est-ce qu'il y a une autre phase après le shooting? Je pense sauf si tu veux qu'on en parle là maintenant. Mélanie, on a une question. Peut-on voir votre setup d'installation? On a une autre question sur le logiciel de post-traitement et une troisième question sur la couleur. Bah, j'ai prévu des slides un peu plus loin sur ces sujets-là, donc Ok, on pourra y revenir juste après. Ouais. d'accord, ça marche. Alors, est-ce que Mélanie, tu as une séance photo qui t'a marqué plus que d'autres? Oui, alors du coup je vais accélérer. J'avais mis cet exemple-là hop, vers la fin. Je vous ai préparé justement l'installation un peu plus loin. Il y a un projet sur lequel j'ai travaillé qui m'a pas mal marqué. En fait, j'ai travaillé pour une coach sportive qui créait des e-books de programmes sportifs avec des recettes aussi dedans, des recettes plutôt saines. Et j'ai créé plus d'une centaine de recettes pour elle, donc sur plusieurs mois. Donc ça a été un projet challengeant parce que il fallait trouver des idées de recettes, enfin voilà, toute une quantité d'idées de recettes. Ça a été challengeant aussi parce qu'il a fallu que je cuisine des choses que je ne mange pas. Par exemple, là, on voit des pois chiches. Je n'aime pas ça, donc je n'en mange jamais. Mais bon, c'est pas la seule fois où j'ai eu à cuisiner des choses que je n'aime pas, que je mange pas. Donc ça, après, les voisins sont contents. Donc ça, c'était un challenge. L'autre challenge aussi, c'est que j'avais pour directive de faire des photos qui étaient pas trop belles. Ah bon? C'est étonnant. Parce que les photos devaient être avec un stylisme très simple, pas de mise en scène. Il fallait pas que ça fasse pro. Fallait que ça Ah, fasse accessible, comme si par exemple la coach avait fait les photos elle-même ou que c'était quelqu'un qui avait fait les photos dans sa cuisine. Donc ah, c'est pas toujours évident parce que parfois on n'est pas trop satisfait du résultat, mais le principal c'est que ça plaise aux c'est que ça clients. plaise, oui. C'est ça. Ok, super. Et justement, si on en revient un petit peu à la partie technique, une fois que tu as, préparé ta séance photo, le stylisme et que tu as fait tes photos, comment ça se passe après? Est-ce qu'il y a Eh une bien, pour la phase retouche. de post-production? Oui, oui, bien sûr. Alors, je shoote en RAW, donc je passe systématiquement par la retouche, même si parfois j'ai des photos qui sortent de boîtier qui sont, pour ainsi dire, finales. Mais bon, j'applique toujours un peu de retouche. Hmm. Euh, Généralement, je passe pas énormément de temps sur la retouche. C'est vrai que moi, je suis plutôt partisante du fait d'avoir un maximum de choses faites à la prise de vue. Donc, s'il y a des choses à enlever, je vais le faire à la prise de vue. S'il y a des jeux de lumière à créer, je vais le faire à la prise de vue pour passer le moins de temps possible à la retouche et sur Photoshop. Donc, j'utilise Lightroom et de temps en temps Photoshop. Photoshop, j'ai vraiment l'utilisé sur plutôt sur
comment dire, pour enlever des miettes, pour enlever des petits défauts, des reflets, ou pour fusionner des photos quand je fais des photos un peu, comment dire, un peu complexes, comme la photo de splash, par exemple, quand je veux faire un gros splash dans un verre. Ah oui. Ça, Mm. généralement, je passe sous Photoshop pour fusionner plusieurs images. Mais sinon, je fais euh, toute ma retouche sur Lightroom. Donc, je me suis créé des paramètres prédéfinis. Donc, j'ai toute une liste de paramètres prédéfinis. Donc, quand je récupère mes photos, je fais une première phase de tri, je sélectionne celles qui me plaisent. Et puis après, je vais passer chacun de mes paramètres prédéfinis pour trouver celui qui me plaît le plus par rapport à la photo. Et puis après, je vais personnaliser tous les réglages. Donc d'abord les réglages généraux et ensuite des réglages localisés. J'aime beaucoup travailler avec l'onglet TSL, teinte, saturation, luminance. Et surtout depuis la semaine dernière, il y a eu une nouvelle mise à jour sur Lightroom où on peut avoir une gestion de la lumière qui est ultra précise. Enfin, ça, je suis vraiment contente qu'ils aient sorti ça et notamment pour les retouches localisées. C'est vrai que Ouais, c'est vrai. je vais pas mal travailler sur les couleurs. D'ailleurs, je crois qu'il y a une question là-dessus sur, comment dire, sur les couleurs. Euh, Oui, tout à c'est fait. vrai qu'en photo culinaire, il est important d'avoir des couleurs qui soient fidèles à la réalité parce que si vous avez des fraises qui sont marrons, ça va pas être trop appétissant ou de la salade qui est jaune au lieu d'être verte, c'est pareil. Donc j'aime bien justement jouer avec cet onglet-là pour peut-être pousser le vert un peu vers le bleu plutôt que vers le jaune pour que ça paraisse plus frais, ou peut-être jouer sur les couleurs pour que ce soit plus éclatant, ou en tout cas plus ressemblant à ce que j'ai vu à l'œil nu. Même si je règle ma balance des blancs en manuel, donc généralement c'est quand même assez fidèle à la réalité, mais voilà, j'aime bien quand même jouer sur cette partie-là pour rendre le plat plus appétissant. En tout cas, quand on voit, effectivement, parce qu'on parle de couleurs, quand on voit ces photos là que tu nous présentes, là, elles sont en mode naturel. Alors, c'est vrai qu'il y a naturel, mais quand même, il y a une esthétique, il y a un stylisme, on sent qu'il y a quand même un minimum de travail qui est fait. Et effectivement, comme tu dis, on a l'impression que c'est accessible. Et là, sur ces photos-là, est-ce qu'il y a eu un post-traitement qui a été fait par la suite ou ça a été fait dès le premier coup? Par exemple, c'est ce projet sur lequel tu as travaillé, Alors là, il y a toujours un post-traitement, mais là, il est très minime sur ces très minime. photos-là. Voilà. Ouais. Donc, Mais de toute façon, c'est vrai déjà la retouche, c'est pas quelque chose qui me passionne de, de oui. passer du temps sur Lightroom ou autre. Moi, j'aime vraiment être plutôt dans l'action, dans la prise de vue. Donc, je vais pas y passer trop de temps. Ça va vraiment être du détail. Et Ouais, encore une fois, il faut que ça reste le plus naturel tout à possible fait. pour que ça reste Donc, ta appétissant. philosophie, c'est plutôt faire des efforts à la prise de vue, c'est du temps gagné par la suite et c'est une photo qui est presque déjà toute prête. Comme quoi, tout ce que tu as dit depuis le départ, pour ça, il faut faire attention à la lumière, il faut faire attention à son arrière-plan, il faut faire attention à son plat, ce qu'il y a autour, etc., aux couleurs. Et donc, c'est plein de points de détail auxquels il faut faire attention pour avoir une photo la plus propre et esthétique possible à la prise de vue. Alors, on a d'autres Ouais. questions, je crois, dans le chat. Alors, Après, attends, je vais juste oui, compléter. En fait, vas-y, vas-y. c'est mon point de vue, c'est ma philosophie. C'est vrai que moi, sur Photoshop, j'aime pas spécialement ça et je suis pas ultra douée là-dessus. Donc, j'ai appris sur le tas. Je sais que je vais préférer, par exemple, ajouter de la fumée lors de ma prise de vue. Si je veux, par exemple, faire ressortir l'aspect plat chaud, je vais shooter la fumée du plat chaud plutôt que de me dire, je vais la rajouter en post-production. Mais il y a des photographes pour qui ça va prendre 2 minutes de rajouter de la fumée en post-production. Moi, ça va me prendre 1 heure. Donc, c'est pour ça que je préfère la faire lors de la prise de vue. D'accord. Alors bon, on a une autre question qui est complètement d'actualité de Alexandre. Depuis peu, j'utilise beaucoup l'IA dans les photos pour les clients. Est-ce votre cas? Alors, C'est la grande question du moment, moi, l'intelligence artificielle. ouais, l'IA, je l'utilise pour la retouche, justement, avec Photoshop.
Et je l'utilise. Alors, je l'ai pas encore utilisé beaucoup jusqu'à présent. Je l'utilise soit pour comment dire, compléter une photo dans le sens où peut-être j'ai un cadrage trop serré et je veux dézoomer, du coup je vais l'utiliser, je l'ai encore utilisé aujourd'hui là pour me compléter les bords. Sinon, une super utilisation que j'ai découvert, et ça me fait gagner un temps fou, c'est pour supprimer les reflets. J'en parlais tout à l'heure d'utiliser des choses plutôt mates, mais parfois on a des verres ou des bouteilles qui ont des reflets, ou même j'ai shooté il y a pas longtemps une théière en verre complètement transparente pour un client, et en plus le couvercle était miroir. Donc, beaucoup de reflets, j'ai essayé d'en supprimer à la prise de vue, mais j'avais quand même des photos finales avec un reflet. Et ben là, avec la dernière version de Photoshop, je sélectionne mon reflet et je lui dis enlève le reflet, et il m'enlève le reflet, ça prend 1 minute. Donc ça, ça je suis fan. Après, je crée pas des photos de A à Z avec l'IA, hein, Hmm. et j'ai pas du tout envie de le faire parce que moi, ce qui m'éclate, c'est vraiment de faire mes photos avec mon appareil. Mais effectivement, je vais l'utiliser plutôt pour m'assister lors de la retouche, pour gagner du temps, pour enlever. Après, je vais pas rajouter des choses qui n'étaient pas là. Euh, c'est vraiment ouais, plus pour enlever des petits défauts que je vais l'utiliser. Ouais, donc c'est un bel assistant pour toi. Alors, faites-vous des photos avec une charte, Une charte de gris, c'est ça j'imagine? pour. Ouais. Ça m'arrive, notamment quand j'ai toute une série de photos à faire avec exactement la même installation. Je vais le faire. Mais c'est pas systématique. La plupart du temps, je l'utilise pas. J'ai réglé ma balance des temps sur 5600 Kelvin, qui est la température de couleur de mon flash. Donc, j'ai pas trop de soucis là-dessus. En plus, je trouve que c'est assez facile de modifier la balance des blancs lors de la retouche en photo. Par contre, c'est vrai que je fais des vidéos aussi pour des clients, des petites vidéos de recettes. Et là, je vais être vraiment vigilante sur la balance des blancs parce que pour le coup, lors de enfin, du montage, c'est difficile à le modifier si la balance des blancs a changé d'une scène à l'autre. Donc ça m'arrive de le faire, mais c'est pas systématique. D'accord, ok. Alors, on a d'autres questions, donc je propose qu'on y revienne par la suite et qu'on puisse avancer sur ton travail. Je crois que tu avais une petite vidéo à nous montrer sur les coulisses, comment est-ce que ça se passe une séance photo sur les outils que tu utilises, etc. Ça peut être Ouais, vachement alors en fait, intéressant. j'ai préparé, j'ai une petite, voilà, une petite liste de mon matériel, parce que je pense que ça peut intéresser des personnes de savoir ce que j'utilise. Oui, Donc moi, je suis entièrement chez Nikon, donc j'ai deux boîtiers, un Z6 II qui est un hybride plein format et un D750 qui est un réflexe plein format. Pourquoi deux boîtiers? En fait, parce que j'ai une chaîne YouTube qui s'appelle La Photographie Culinaire, et j'ai également des formations en ligne. Donc, pour me filmer en train de prendre des photos, j'ai besoin de deux boîtiers parce qu'avec le téléphone, c'est pas toujours top. Et en plus, comme je disais, je fais également depuis un peu plus d'1 an des vidéos de recettes aussi. Et donc, j'apprécie d'avoir deux boîtiers pour shooter deux angles en même temps, deux angles différents en même temps. Après, au niveau des objectifs que je préfère utiliser, j'ai, comme je le disais tout à l'heure, un macro, c'est le 105 mm 2.8. Ça, c'est mon objectif chouchou que j'utilise tout le temps à la maison. Et le 24-70 2.8 que je vais beaucoup utiliser pour les shootings restaurants parce qu'il est vraiment très polyvalent. Je peux faire à la fois des photos de portraits de chefs, de l'intérieur du restaurant, des plats, enfin vraiment avec un seul objectif. Je peux tout faire sans avoir à changer d'objectif, donc ça, c'est top. Je shoote principalement au flash. J'utilise un flash studio, le AD300 Pro de chez Godox. Tout mon matériel en lumière artificielle, il vient de chez Godox. J'en suis vraiment très satisfaite. Je trouve que c'est un bon rapport qualité-prix. Après, j'ai aussi des flashs Cobra et parfois ça m'arrive d'utiliser plusieurs flashs, notamment pour la photo de boisson, pas trop en culinaire. Mais en tout cas, c'est principalement celui-ci que j'utilise parce que c'est un flash studio. Du coup, il va être plus puissant qu'un flash Cobra et il va avoir une batterie qui dure plus longtemps. Et en plus, il a une lampe pilote que je n'ai pas sur mes flash Cobra. Donc, la lampe pilote, ça permet d'allumer votre flash et de voir un petit peu ce que va donner la lumière avant de déclencher. Après, j'utilise des softbox. Les modeleurs de lumière, j'ai beaucoup de modeleurs de lumière qui me permettent de créer soit une lumière dure, soit une lumière douce de différentes formes. Donc, le plus souvent, j'utilise, comme ici, là, les deux exemples, une softbox octogonale, assez grande, elle fait 80 cm,
qui me permet d'avoir une lumière bien douce, qui reproduit en fait une fenêtre ou une softbox rectangulaire. Et pour mes photos que l'on voyait en début, plutôt clair-obscur, je vais utiliser une grille nid d'abeille dessus. La grille nid d'abeille, on va le voir sur l'exemple d'après, ça me permet d'avoir une lumière beaucoup plus dirigée et du coup d'avoir uniquement mon sujet qui est dans la lumière et des ombres un peu autour. Je shoote exclusivement sur trépied, alors sauf en shooting restaurant où je suis souvent à main levée, mais sinon ici à la maison, j'utilise le trépied Manfrotto 190. Alors la particularité de ce trépied-là, c'est qu'il a un bras horizontal, c'est-à-dire que la colonne du centre, en fait, elle pivote et elle peut se mettre à l'horizontale pour faire des photos vues de dessus. Ça, je l'utilisais pas mal au début. Maintenant, j'ai investi dans un pied girafe ou un système qui me permet de monter mon appareil à 2 mètres 5, enfin 2 mètres 50 si j'ai envie. Donc, ça me permet beaucoup plus de Hmm. liberté que de trépied quand je veux faire des photos vues dessus. La télécommande, c'est très pratique quand je fais mes photos d'action et je suis dessus parce que je fais tout toute seule, donc j'ai pas d'assistant pour verser le sel ou le sucre glace. Donc j'ai la télécommande dans une main et je verse de l'autre. Donc ça me permet de déclencher ma rafale comme je le veux. On peut également utiliser le retardateur, mais c'est vrai que la télécommande, je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Et après, en termes de stylisme, là, sur les deux vidéos, j'utilise des fonds vinyles. Donc le vinyle, Alors, je sais pas si juste, vous connaissez. Mélanie, Ouais. juste, pardon, juste une petite précision. Ça tombe bien que tu parles sur ces aspects techniques parce que le sondage que j'ai passé au début, donc qui a été répondu par plus de 45 personnes, la mauvaise maîtrise de la technique, c'est celle qui revient le plus avec 45%. Voilà, ensuite, c'est le stylisme. Ça donne quand même un indicateur. Ouais, ouais. Alors c'est vrai que personnellement, il m'a fallu beaucoup de pratique pour maîtriser mon matériel. Il a fallu que je teste. Aujourd'hui, je fais tous mes réglages en manuel. Triangle d'exposition, balance des blancs, mise au point, tout, enfin 100% en manuel. Je trouve que ça me permet vraiment une maîtrise de ce que je fais. En fait, j'ai pas envie de laisser l'appareil choisir ce qu'il veut. J'ai pas envie qu'il me passe une exposition qui est trop claire par rapport à ce que j'ai envie, par exemple. Donc, je suis sûre d'avoir le résultat que j'ai en tête en faisant tout en manuel, mais effectivement, pour arriver à maîtriser mon matériel comme ça, il m'a fallu beaucoup de pratique, de faire des essais, de faire des erreurs, de comprendre comment ça fonctionne, que ce soit pour la lumière ou même le boîtier. Ok, Et super. après, oui, pour finir, juste les fonds vinyles. Le vinyle, c'est une matière un petit peu plastique. Alors, c'est des fonds qu'on trouve très facilement sur Internet. Et l'avantage, c'est qu'ils permettent de reproduire n'importe quelle texture, donc que ce soit le marbre là, comme ici. Hop, est-ce que... ouais. Ah mince, on peut pas arrêter. Bon, là, il y avait un fond marbre. Là, c'est un fond plutôt effet béton. Et c'est lavable, c'est pliable, ça prend pas de place. Donc, ça, c'est top. Et sinon, je fais aussi pas mal de fonds maison. J'enduis des planches de Hmm. bois et je les peins. Ça me, voilà, c'est les deux types de fonds que je vais utiliser. Donc, je vais vous montrer maintenant un petit setup. En fait, là, c'est pour justement une photo style clair-obscur. Donc voilà, j'utilise une softbox rectangulaire avec la grille nid d'abeille. Je vais la mettre plutôt lumière latérale. Souvent, j'utilise une lumière aussi qui vient un petit peu de l'arrière, euh, du côté. Et là, donc c'était des là, c'était brioches suédoises avec une chantilly. J'utilise deux fonds maison là ici. Je mets mon appareil sur trépied, c'est avec le 105 mm macro. Et en plus, ce que j'aime dans le trépied, c'est que ça vous permet de créer votre composition en direct. En fait, vous avez votre appareil, il est fixé, il bouge pas. Et hop, vous regardez au fur et à mesure ce que vous êtes en train de faire, voir si ça vous plaît. Donc là, il y a pas mal d'espace négatif parce que je vais faire une chute de sucre glace. Donc, comme je vous le disais, j'aime bien les actions. Donc, voilà, c'est aussi indispensable d'avoir le trépied pour pouvoir réaliser ce genre de photos d'action. Donc là, je fais tous mes réglages, je fais ma mise au point, je déclenche pour voir si l'exposition est correcte. Je m'assure que tout soit parfait avant de commencer à faire les photos d'action. Donc là, vous avez le retour. J'utilise donc là, c'est le petit boîtier qui me permet de régler le flash, la puissance de flash. Et là, pour le coup, j'ai pas utilisé une télécommande, j'ai mis le retardateur sur 5 secondes avec plusieurs photos. Donc après, je regarde aussitôt le résultat, je zoome. Là, pour le coup, j'étais pas en mode connecté. Je zoome pour voir si la photo est nette et je recommence jusqu'à avoir la forme que je veux.
la cuillère à thé qui est positionnée là où je le souhaite, plus ou moins haut. Et puis, voilà, après, voilà ce que ça donne après retouche. Super, génial. Alors, il nous reste moins de 30 minutes, donc n'hésitez pas à réagir, évidemment. Alors, il y a déjà pas mal de questions dans le chat, mais vous pouvez aussi prendre la parole directement. Ça peut être intéressant. On a une question. Tac, tac, tac. Alors, beaucoup de photos sont prises de dessus, alors en l'occurrence ici non, mais sur les précédentes photos que nous avons vues, que tu nous as montrées, beaucoup de photos sont prises par-dessus. Est-ce que c'est le meilleur angle selon toi et pourquoi? Non, pas forcément. Ça va vraiment dépendre du sujet. En fait, je vais utiliser des photos vues de dessus plutôt pour des sujets qui vont être plats ou en tout cas qui vont être plus larges que hauts. Euh, Parce que si je prends pour le coup, j'ai un sujet qui est à peu près aussi large que haut. Si j'avais pas eu la chute, ça aurait peut-être fait beaucoup d'espace vide. Et encore, la vue de dessus, ça aurait pas été super intéressant parce que Hmm. j'aurais vu que la chantilly, j'aurais pas vu toute la hauteur là de ce chou avec le chou et puis la chantilly. Donc, je me pose vraiment la question par rapport à mon sujet. Si j'ai un sujet qui va être plus haut que large, par exemple une bouteille, qu'est-ce que ça peut être d'autre? Un burger. Donc, je vais plutôt le prendre de face. En plus, pour un burger, ça permet de montrer toutes les couches, donc de bien voir de quoi il est composé, ce qui est beaucoup moins intéressant de le prendre vu de dessus, on voit que le dessus du pain. Et parfois, je vais utiliser aussi un angle incliné pour montrer à la fois le devant du sujet et le dessus. Donc, il y a pas un meilleur angle. En plus, là, je vous donne un petit peu ma façon de procéder, c'est-à-dire que je vais regarder un petit peu la hauteur du sujet pour me décider par rapport à l'angle, mais on peut tricher entre guillemets. Si je prends par exemple des cookies qui sont très plats, je peux les prendre bien sûr vus de dessus, mais je peux également les prendre vus de face si je crée une pile de cookies. Dans ce cas-là, j'aurai un sujet qui est plus haut que large. Donc voilà, c'est du cas par cas et c'est vraiment en fonction du sujet. Merci pour ta réponse. C'était une question de déclencheur d'image. Alors, on a une question de Gérard Barbier. Le côté matériel, vous n'évoquez pas le flashmètre. Est-ce que tu utilises un flashmètre? Non, je n'utilise pas de flashmètre. Je gère la puissance du flash. Je déclenche une fois, je vois si c'est surexposé ou sous-exposé et je règle la puissance du flash en fonction. Et voilà, ça me prend 15 secondes pour le faire. Donc, j'ai pas besoin de flashmètre. Ouais, j'en ai vraiment pas l'utilité par rapport à ce que je fais. D'accord. Alors, on a d'autres questions, mais que j'essaye de rassembler, mais là, parce que ça concerne l'aspect professionnel, notamment sur la gestion des droits d'auteur. Quand tu photographies le plat d'un chef, par exemple, qui en est le créateur, comment est-ce que tu gères cet aspect-là? Alors, oui, j'ai vu la question exacte. Comment se passe la gestion des droits d'auteur quand vous photographiez le plat d'un chef, par exemple, qui est le créateur de la recette? Alors, le créateur de la recette, ça reste toujours le chef. De toute façon, il faut savoir que les recettes ne sont pas protégées par le droit d'auteur en France. Par contre, la photo, voilà, j'en suis l'auteur. Donc, c'est pas parce que je vais photographier le plat d'un chef et que je vais juste bouger une petite herbe ou quoi que je vais me proclamer créatrice de la recette. Non, non, ça reste toujours le chef. Mais par contre, effectivement, je suis l'auteur sur la photographie. Ok, ben on apprend quelque chose ce soir, beaucoup de choses, j'ai envie de dire. Alors, comment vous faites pour trouver vos clients? C'est une Alors, question de Alexandre. c'est vrai que la plupart de mes clients me trouvent. J'ai de la chance. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé ma création de contenu sur les réseaux sociaux. Donc, il y a effectivement aussi mon blog. C'est-à-dire que mes premiers clients m'ont trouvé via mon blog. Et aujourd'hui, c'est beaucoup via Instagram et LinkedIn récemment. C'est vrai que je poste très fréquemment sur Instagram et j'ai beaucoup de clients qui me découvrent comme ça, que ce soit des restaurants ou des marques. Donc après,
J'ai essayé de démarcher, ça n'a pas porté ses fruits. Je crois que 100% de mes clients, en fait, sont venus à moi. Et je travaille aussi le référencement de mon blog et de mon site internet, le référencement local. J'essaye de travailler un maximum ma création de contenu pour attirer les gens et je sais qu'il faudrait que je fasse un peu plus de démarchage actif, en tout cas, j'ai un peu plus chercher les clients plutôt que d'être dans l'attente qu'ils viennent. Mais bon, jusqu'ici, en tout cas, ça a fonctionné. Mais je pense que c'est assez intéressant d'avoir quelque chose d'équilibré entre les deux. D'accord, ok. Bah, merci pour tes réponses. Il y a d'autres questions, mais on essaiera d'y revenir un peu plus tard s'il nous reste du temps. Mais en tout cas, on voit qu'il y a pas mal d'interrogations sur ce que tu fais, sur ta pratique, notamment professionnelle. Est-ce que, Mélanie, tu as des projets à venir? Oui, je travaille en ce moment, enfin depuis même plusieurs mois là, sur l'organisation d'un événement sur Paris. Je co-organise le sommet de la photographie culinaire avec une autre photographe culinaire. On a organisé une première version en mars de cette année en présentiel et l'année dernière c'était en virtuel. Et là on travaille sur la prochaine édition qui aura lieu en mars 2024. Donc qu'est-ce que c'est le sommet de la photographie culinaire? C'est une journée en présentiel sur Paris où il va y avoir des photographes culinaires professionnels, ou même pas que des photographes culinaires, d'ailleurs, des professionnels qui vont partager leurs conseils pour aider les stylistes et photographes culinaires à développer leur activité, que ce soit sur la partie business ou sur la partie technique photo. Donc, c'est réservé aux stylistes et photographes culinaires professionnels ou créateurs de contenu. Et non seulement ça permet de se former grâce à des professionnels, mais également d'avoir des moments pour échanger avec des pairs, pouvoir rencontrer des personnes avec qui on échange peut-être sur les réseaux depuis des mois ou des années sans les avoir vus dans la vraie vie, et puis créer aussi des synergies et des connexions. Ça, c'est quelque chose qui m'est vraiment à cœur. Et par contre, c'est une sacrée organisation parce que organiser un événement pour une centaine de personnes comme ça, dans plein centre de Paris, ça demande beaucoup de travail. Donc ça m'occupe pas mal. Et aussi, depuis un petit moment aussi, je travaille sur une nouvelle formation en ligne. Donc, j'ai plusieurs formations en ligne tout autour de la photo culinaire. Et là, celle sur laquelle je travaille en ce moment, ça va être sur la photo de boisson. J'ai vu passer une question tout à l'heure Tout sur la à photo fait. de spiritueux. Il m'arrive de prendre en photo. Alors, j'ai jamais travaillé. Alors, demain, j'ai un shooting pour une marque de champagne, mais sinon, jusqu'à présent, j'ai pas beaucoup travaillé avec des marques sur la boisson. Mais par contre, j'en photographie pour alimenter mon portfolio et du coup, dans la formation, là, il y aura des conseils, des coulisses de shooting dessus. Donc là, voilà, ça m'occupe aussi pas mal parce que, comment dire, enregistrer une formation en ligne, ça demande du temps, tourner les vidéos, enfin la préparer, tourner les vidéos, faire le montage, et puis après la D'accord. communiquer dessus. Et côté formation, justement, parce que tu fais des formations en ligne, mais pas que, je crois. Oui, alors tout à fait. Donc j'ai un catalogue de formations en ligne autour de la photographie culinaire, que ce soit pour les débutants ou les personnes qui veulent devenir professionnels. Et puis j'organise également des formations en présentiel, où généralement c'est des formations 100% personnalisées, où je me déplace chez la personne et j'aborde ce qu'il souhaite aborder, donc en fonction de son niveau, en fonction de ses besoins. C'est sur une demi-journée ou une journée. Ça m'arrive aussi d'aller en entreprise, chez des entreprises qui me contactent, qui n'ont pas forcément le budget ou l'envie de faire appel à un photographe culinaire et qui ont des personnes chargées de la communication en interne et ils veulent que les personnes soient capables de faire des photos correctes pour leurs réseaux sociaux au quotidien. Donc ça m'arrive de le faire. Et là, par exemple, fin novembre aussi, j'ai une formation en présentiel sur 2 jours à Saint-Paul-les-Dax dans les Landes voilà, il y a les inscriptions qui sont ouvertes d'ailleurs en ce moment s'il y a des gens qui sont de la région. Ce sera pour découvrir la photo culinaire avec à la fois la théorie et la partie pratique. Très bien, super.
Eh bien, en tout cas, c'est précis. Il y a une grande date qui s'annonce donc en mars 2024 pour le sommet de la photographie culinaire qui se déroulera à Paris. Donc, pour ceux qui regarderont le replay, ça ne sera pas trop tard. Donc, ils pourront toujours. Alors, où est-ce qu'on peut trouver toutes ces informations, justement? Alors, Euh, il y a Sommet, du coup, c'est Sommet photo culinaire pour s'inscrire à la liste d'attente et recevoir les informations. Pour les formations, je vous mets dans le chat, hein. Formation, je vous mets les formations en ligne, c'est formation-photo-culinaire.com et alors, sur les j'ai réseaux préparé sociaux. justement les liens. Ah bah super. Donc j'ai Super, mis tu tous m'as les liens. devancé. Alors là, il y a Instagram, il y a ton blog voyage culinaire, blog formation, ta page YouTube, ton site Mon internet. portfolio, ouais. Voilà. Donc là, vous avez la totale. Allez-y maintenant parce qu'une fois qu'on a arrêté la vidéo, donc je pense que le chat disparaît en même temps. Merci Mélanie, merci infiniment pour toutes ces informations, de nous faire découvrir ton univers. C'est vraiment chouette. Alors, je pense que là, on peut ouvrir la porte, j'ai envie de dire, pour d'autres questions. Donc, allez-y. Vous pouvez réactiver vos micros et on a encore quelques minutes, ces minutes-là qui sont pour vous, 15 minutes pour poser vos questions, ce que vous voulez. Profitez de l'instant et osez. Je crois qu'on a quelques questions dans le chat encore. On peut les lire. Alors, une question de Patrick Bouvard. Avec une ouverture de f2.8, faites-vous du focus taking? Non, je ne fais jamais de focus. Enfin, ça m'est arrivé une ou deux fois d'en faire. D'accord. Je me rappelle, j'ai fait une photo de cuillère de miel avec le miel qui coule et c'était avec un objectif macro et pour le coup, on voulait avoir toute la cuillère nette et avec un objectif macro, on a une profondeur de champ qui est plus réduite, donc j'ai dû faire plusieurs photos, mais sinon non. Non, je fais toujours en sorte que voilà, mon sujet soit net, la majeure partie du sujet soit nette, mais non, je fais pas de focus stacking. Après, parfois pour des clients, par contre, j'utilise des petites ouvertures pour faire en sorte que, par exemple, le plat et le produit soient nets. Euh, mais, euh, mais non, c'est pas une pratique que je fais. D'accord. Bon, alors je dis les questions dans le désordre, hein, donc m'en veux pas. Vous arrive-t-il d'avoir envie de déguster un aliment bien que vous ne l'aimiez pas parce que vous l'avez sublimé? Oui. Après, est-ce que, alors je sais pas forcément de cas en tête, mais euh, est-ce que ça me le fait aimer pour autant? Je suis pas sûre. Par exemple, les pois chiches, c'est non. C'est en photo. Non, bah non, j'ai goûté pourtant parce que j'en ai fait beaucoup de recettes à base de pois chiches. J'ai goûté, mais bon, c'est pas un plaisir, quoi. C'est, ça a beau être Ouais. beau, c'est pas mon truc. Alors, question suivante de Corinne. Vous ne signez pas vos photos. Comment justifier des droits d'auteur pour vos photos? Bah, les droits d'auteur, c'est pas forcément une photo signée, j'ai envie de dire, non? Non, bah non. Au début, quand j'ai commencé mes photos pour mon blog, je signais les recettes de Mélanie, mais j'ai arrêté parce que c'est pas, je trouve que c'est pas très beau d'avoir un filigrane. Enfin, Hmm. moi, ça me plaît pas. En plus, pour justifier, pour justifier déjà dans mes métadonnées, quand vous allez regarder, vous récupérez une de mes photos sur mon blog, par exemple, vous regardez les métadonnées, je suis indiquée comme, enfin, c'est marqué copyright Mélanie Roussel et je suis indiquée comme auteur de la photo. Après, si jamais il y a comment dire, une réclamation, quelque chose, bah, tout simplement, j'ai les RAW de toutes mes photos, donc il n'y a pas de doute là-dessus. Hmm. Très bien. Alors, on a une question de Laurence. Bravo pour votre travail. Je suis allé voir sur Insta, vos photos donnent faim. Donc, le job est fait. Bravo. Ben oui, ça tant mieux. C'est pour ça que pour la première fois, je dîne avant. Je me suis dit pour éviter la torture après. Merci beaucoup, Laurence. Euh,
Scara, merci Mélanie, belle présentation. J'ai vraiment envie de me mettre à la photo culinaire. Eh ben, il faut y aller, Super. justement. C'est ces rencontres, c'est pour vous donner envie. Donc, n'hésitez pas. Je pense que Mélanie, elle est aussi ouverte. Si vous avez des questions, vous pouvez la contacter. Elle a été hyper réactive et disponible. Donc, je pense qu'elle sera également avec vous. Donc, si vous avez des questions ou plus de précisions, contactez-la. Alors, on a deux autres questions. Là, ça se défait, j'arrive même plus à suivre. Quel matériel à minima pourriez-vous recommander pour débuter en photo culinaire amateur? Alors, comment dire, une personne qui n'a pas d'appareil photo, je lui conseille de commencer avec un smartphone. Si vous avez un appareil photo, c'est encore mieux. Donc, si, voilà, soit votre téléphone, si vraiment vous voulez pas investir dans un appareil que vous n'en avez pas. Sinon, si vous avez un appareil, comme je disais tout à l'heure, l'objectif qui est très couramment utilisé en photo culinaire, c'est soit le 35 mm sur un APS-C, soit le 50 mm sur un plein format. Le 35 mm chez Nikon, il est très abordable. Donc, généralement, ce sont des objectifs qui sont quand même très abordables et qui ont une qualité vraiment parfaite. Je trouve qu'il y a vraiment un piqué qui est très intéressant. Donc ça, voilà, ça permet de faire de jolis flous d'arrière-plan qui sont assez utilisés en photo culinaire, assez flatteurs. Et après, c'est tout en fait. Faites avec ce que vous avez. Donc la lumière naturelle, comme je vous disais, vous vous mettez à côté de votre fenêtre. De préférence avec une lumière douce. Donc, si vous êtes exposé plein sud, vous utilisez un voilage blanc ou un diffuseur pour avoir une lumière qui est douce, ou alors vous mettez à une fenêtre exposée nord ou nord-est. Et puis, bah, faites avec ce que vous avez à la maison, donc votre vaisselle, bon, même si elle est brillante, c'est déjà bien pour commencer. Généralement, en fait, on a tout ce qu'il faut pour commencer à la maison. Et si on n'aime pas cuisiner, c'est pas pour autant que l'on peut pas faire de la photo culinaire. On peut très bien déjà shooter des éléments bruts comme les fruits et les légumes, aller dans une pâtisserie et acheter une chouquette pour la photographier ou acheter des plats préparés et que l'on va s'amuser à mettre en valeur. Donc, on peut très bien faire sans avoir à cuisiner et puis faire avec la vaisselle que l'on a à la maison, notre table de maison. Alors, voilà, on peut faire déjà sans forcément besoin d'investir. Après, moi, je trouve que le minimum à investir, ça va être le trépied et un objectif comme le 35 ou le 50. Et puis peut-être, si on a envie comment dire, de se lancer sérieusement, entre guillemets, peut-être un ou deux fonds vinyles qui restent quand même abordables et qui permettent de créer n'importe quel type de surface qui va être mat, alors qu'à la maison, on n'a pas forcément une table que l'on peut mettre à côté de la fenêtre en bois ou en béton qui va être flatteuse pour la photo culinaire. Ok, super, réponse très précise. Alors, on a une autre question. Bonjour Mélanie, est-ce que tu arrives à en vivre correctement de ta profession de photographe culinaire? Alors moi, je me suis lancée à temps plein que depuis l'année dernière. Comme je disais, j'ai commencé en 2018, mais c'était en parallèle d'un boulot à temps plein que j'ai quitté du coup fin 2021, c'est ça? Fin 2021. Donc pour l'instant, j'en vis correctement. Après, je sais pas, je trouve que j'ai pas assez de recul pour dire est-ce que je vais pouvoir en vivre pendant 20 ans. Je ne sais pas. En tout cas, aujourd'hui, j'ai absolument aucun regret d'avoir quitté mon boulot. Et il faut savoir aussi que j'essaye de diversifier euh, les services que je propose. C'est-à-dire que je mets pas tous mes œufs dans le même panier. Mhm. On le voyait tout à l'heure. Parfois, je travaille pour des restaurants, parfois, je travaille pour des marques. Je fais également de la formation. J'ai également de la création de contenu. J'ai des marques qui me contactent pour que je poste un article avec leurs produits sur mon blog ou sur mes réseaux sociaux. Donc voilà, j'ai plusieurs casquettes qui me permettent d'avoir des revenus corrects. D'accord, mais en tout cas, tu en inspires quand même pas mal de personnes. Alors, je peux citer Corinne qui dit, je vous suis depuis plusieurs années et c'est grâce à vous que je me suis mise à la photo culinaire. Merci pour tous vos conseils. Très belle Merci beaucoup, photo, Corinne. bravo de Catherine. Patrick, à quand un challenge photo culinaire? Eh bien, allez, lançons-nous. J'ai envie de dire, on peut le lancer. Daniel, très intéressant. Merci beaucoup et bravo pour ces superbes photos.
Bruno, j'ai arrêté le culinaire il y a 7 ou 8 ans. Je vais m'y remettre très certainement. Et ben, c'est super, hein. Il faut se lancer, il n'est jamais trop tard. Nathalie, merci Mélanie pour cette présentation de votre travail photographique et merci à Youssef de proposer chaque mois des séances très intéressantes. Allez-y, si vous avez des questions, prenez la parole. En tout cas, Mélanie, merci infiniment de nous avoir accordé de ton temps. C'est vraiment chouette ce que tu fais. On adore et ça nous inspire. En tout cas, moi aussi, ça me donne envie de m'y relancer parce que j'ai essayé il y a quelques années, pareil comme Bruno, et ça donnait rien. Ça donnait rien. Alors, pas de maîtrise, la maîtrise de la lumière, j'imagine. Il y a aussi vraiment le côté, le stylisme qui est derrière ça, l'ambiance, l'histoire qu'on a envie de raconter. En fait, c'est beaucoup de choses que de prendre son appareil photo, d'avoir un gâteau et puis de le photographier. Il y a vraiment tout Hmm. un ensemble de paramètres à prendre en compte pour avoir ce résultat. Et puis, ce soir, on en a en tout cas appris. Pas mal de choses, pas mal d'astuces qui nous C'est permettent de vrai voir la qu'on n'a pas trop. photographie culinaire Ouais. autrement. On n'est pas trop rentré dans le détail du stylisme culinaire, comment on raconte une histoire, mais c'est ça en fait, le stylisme culinaire, c'est magnifier le plat pour le rendre beau en vue d'être photographié, mais c'est aussi raconter une histoire. Qu'est-ce que je veux montrer avec ce chou-là? Est-ce que je veux montrer qu'il s'agit d'un chou fait maison? Est-ce que je veux parler de sa saisonnalité? Est-ce que ça va être un chou réalisé pour une occasion spéciale? Est-ce que je veux montrer à partir de quoi il a été réalisé? Est-ce que je vais montrer comment il est fait, c'est-à-dire prendre des photos plutôt en cours de réalisation de la recette? Est-ce que je vais montrer comment il va être partagé et dégusté? C'est quoi, qu'est-ce que ce plat crée comme moment de dégustation ou de partage? Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut raconter à partir d'un même sujet. On peut faire toute une variété de photos en fonction de l'histoire que l'on a choisie. Et je vais peut-être finir. J'avais juste préparé une petite Hmm. je vais vous montrer quelque chose. Voilà, à propos de l'inspiration, moi l'inspiration, je la trouve un peu partout. Et là, en fait, j'ai regardé une série, c'est une série française où il y avait cette scène-là, et je me suis dit, j'adore. J'ai fait pause, j'ai pris en photo, et je me suis dit, je veux faire une photo inspirée de ça, c'est-à-dire où on a l'impression d'assister à un moment un petit peu un moment en secret, en cachette, comme si on Hmm. épiait quelqu'un. On fait un peu de voyeurisme entre deux portes et donc j'ai fait pause. Et du coup, ça aboutit sur cette photo où comment dire, mis deux cartons noirs ici pour bloquer et faire comme si on était entre deux portes. Donc l'inspiration, si vous débutez, c'est vrai qu'on ne sait pas forcément toujours comment on va photographier quelque chose. Donc Complètement. elle peut venir de n'importe où en fait. Elle peut venir de tout ce qui vous entoure, d'un film ou d'une série, ou alors comment dire, euh, plus habituel d'aller regarder d'autres photos culinaires sur les livres de cuisine, les magazines de cuisine, Instagram, Pinterest, pour trouver d'autres idées parce que quand on débute, c'est vrai qu'on sait pas ce que l'on peut faire. Donc, faut pas hésiter à aller s'inspirer de ce que font les autres juste pour développer sa créativité, tester les choses et après trouver son propre style. Donc, moi, j'aime bien quand je regarde la télé et essayer de sortir enfin, de prendre un peu de recul par rapport à l'histoire et de regarder qu'est-ce qui a été utilisé comme lumière, comme composition, comme cadrage pour après avoir des idées pour mes propres photos. Et une autre question qui me vient à l'esprit comme ça, parce que c'est vrai que dans les expositions photos, on voit pas beaucoup de photographies culinaires. Alors peut-être qu'on me dira, mais quel est l'intérêt? Mais pourquoi pas? Est-ce que toi, tu as déjà exposé tes photos? Oui, j'ai déjà exposé mes photos. Alors, c'est très récent. J'ai fait ma première exposition l'année dernière. Enfin, en tout cas, je fais partie d'un club photo, de deux clubs photo. Il y a aussi le club photo de Vélizy. Et donc, c'est avec le club photo de Vélizy que j'ai exposé pour la première fois l'année dernière. En tout cas, il y a eu une exposition commune il y a 2 ans où j'avais exposé quelques photos. Mais l'année dernière, j'ai eu une exposition qui était dédiée à mes photos. C'était la première fois en fait où j'imprimais mes photos parce que c'est vrai que moi je les imprime pas à titre personnel. En tout cas pas les photos culinaires, hein. Les photos de voyage oui, mais les photos culinaires non. Et mes clients souvent c'est à destination des réseaux sociaux, des sites Hmm. internet
donc ils sont pas forcément imprimés. Et donc, ça m'a fait bizarre d'avoir mes photos imprimées pour la première fois et exposées et aussi d'avoir un retour en chair et en os des personnes parce que c'est vrai que souvent j'ai des messages sur les réseaux sociaux, mais c'était la première fois et j'ai eu aussi, dans le cadre du sommet de la photographie culinaire de l'année dernière, enfin de cette année, on a eu comme sponsor Nikon et il avait au Nikon Plaza exposé les photos des intervenantes dont je faisais partie. Donc j'ai eu quelques photos exposées aussi là-bas. Mais donc c'est assez récent. Après, il y a un festival international de la photographie culinaire qui existe d'ailleurs, qui a lieu en novembre. Et ils sont toujours au salon de la photo. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés au salon de la photo, mais vous avez pu voir Mm. quelques photos culinaires là-bas et j'aimerais bien un jour en faire partie de ce festival. Qui sait? Mais oui, carrément, carrément. C'est vrai qu'on n'en voit pas beaucoup d'expositions de photos culinaires et je trouve que ça, c'est un peu dommage parce que ça donne envie, c'est appétissant. On voyage aussi à travers ce style photographique. C'est vraiment chouette. Mais c'est vrai que c'est pas Euh, courant parce que même dans les clubs oui, photo, je pense que je suis la seule à en faire. ouais, Moi, j'ai ouais. l'impression d'être entourée de personnes qui font de la photo culinaire parce que je sais que sur les réseaux, je suis que ça, mais en fait, je m'aperçois que dans le milieu de la photo, ça reste quand même quelque chose de niché et assez rare. On Complètement. a- Il Effectivement, reste encore quelques minutes. Alors justement, Stéphane, tu veux prendre la non, non, je parole? voulais dire, effectivement, dans les clubs photo, par exemple chez nous, il y a personne qui fait de la photo culinaire. Et je pense que dans les autres clubs, effectivement, on ne doit pas avoir beaucoup de personnes qui en fait, quoi. Hmm, Ça tout reste à très fait. marginal. Je confirme, dans mon club, on a dû essayer une fois, mais pas plus. Alors, pas par manque d'envie, mais plus parce que nous ne sommes pas suffisamment, enfin, on n'a pas suffisamment le bagage pour avoir ce genre de photos. Et puis, c'est vrai que ça décourage quelques-uns. Ouais, Donc, mais je sais pas si c'est une question de bagage. Parce que bon, que ce soit du, enfin, je sais pas si on peut je parle comparer. de bagage technique, Oui, oui, mais qui inclut le si on peut stylisme, comparer c'est de la la photo lumière. culinaire et le studio, je veux dire, bon, on raconte, enfin, je sais pas, on raconte peut-être moins d'histoires en portrait. Enfin, je sais pas, peut-être que oui, peut-être que non, mais peut se regrouper aussi. Mhm, tout à Oui, mais fait. dans les concours, c'est plus des natures mortes avec des fruits Oui, voilà. Oui, enfin bon, ouais. tout à Mais il fait. y a de très belles photos là-dessus. Et on est effectivement sur autre chose. Mm. Mais très bien. Bah écoutez, alors qu'est-ce qui se passe dans le chat? Euh, ça, de nature Donc, morte, il y a une question, attention, est-ce que ma propre cuisine m'inspire pour les clients et à l'inverse, les clients m'inspirent pour ma cuisine familiale? Alors oui, les deux, dans des deux côtés. C'est vrai que alors je cuisine beaucoup, que ce soit pour mes photos, mais aussi parce que j'adore cuisiner. Donc au quotidien, je cuisine. Donc ça me permet d'alimenter ma base de données à Hmm, l'intérieur de moi avec toutes ces recettes. Et en plus, je reproduis jamais deux fois la même recette. J'aime bien tester tout le temps de nouvelles recettes. Donc en fait, en testant des nouvelles recettes, ça me permet d'avoir des idées. Quand un client me dit j'ai besoin d'une recette à partir de tel produit, j'ai pas à réfléchir bien longtemps pour avoir des idées qui viennent. Et puis à l'inverse, quand je vais shooter pour des restaurants, ça peut me donner des idées aussi. Je me dis, tiens, j'aime beaucoup comment il a présenté son plat, ou tiens, c'est pas mauvais, parce que l'avantage aussi de la photo culinaire, c'est qu'on peut manger après, une fois le shooting terminé. Alors hmm. souvent froid, mais ça reste quand même un des points sympathiques de la photo culinaire, beaucoup moins que la vaisselle à faire une fois le shooting terminé. Très bien. Et je vois dans le chat que globalement, il y a quelques personnes par-ci, par-là qui font de la photo culinaire, mais pas en majorité, ou alors très très peu dans leur propre club. Eh bien, si vous n'avez pas d'autres questions, je laisse le mot de la fin à Mélanie. Euh, Dis-nous, est-ce que tu as Ah, quelque chose à... Est-ce que c'est toi qui as le mot de la fin? Est-ce que tu as c'est quelque moi qui ai le chose mot de la fin. à ajouter? Est-ce que on a oublié de te poser une question en particulier? Non, de toute façon, je pourrais parler de la photo culinaire pendant des heures, mais on n'a pas des heures devant nous. Donc, si vous avez des questions, faut pas hésiter à venir me voir, principalement sur Instagram où je suis très disponible. Donc, c'est les recettes de Mélanie. En tout cas, merci à tous d'avoir été aussi nombreux et d'avoir posé vos questions
et d'avoir pris intérêt à la photo culinaire. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous vous lancez sur la photo culinaire. Je suis curieuse de voir ce que vous serez capable de faire. Et ben voilà, comme ça vous aurez un retour critique de Mélanie en personne. Merci Mélanie encore une fois, merci infiniment d'avoir montrer tout ce travail. Merci à tous pour votre présence qui fait plaisir comme à chaque fois. Et du coup, on se redonne rendez-vous donc le mercredi 29 novembre avec Agnès Colombo et on va parler de branding personnel. Ça va vous intéresser aussi. On va parler de pas mal de choses qu'elle fait. Et donc, je vous dis à très bientôt. Merci Mélanie. Merci. Bonsoir à tous. Merci, Au bonsoir. Au revoir. Bonsoir. Bonsoir, Merci. bonsoir à tous. Bonsoir à Au revoir, tous. Mélanie, merci. Au Bonne nuit. revoir. Merci, au Bonsoir, revoir. Mélanie. Bye. Merci.